Je pense qu'il y aura une reprise de la guerre. Je suis surpris que cela ait pris autant de temps. Je ne sais pas quand cela se produira. De toute évidence, les troubles soutenus par le Mossad, la CIA et le MI6 à l'intérieur de l'Iran visaient à perturber les préparatifs de défense du pays, voire à remplacer le gouvernement. Nous avons beaucoup de gens qui croient avant tout qu'on peut changer un régime, qu'il suffit de retirer les personnes au sommet et que, soudainement, la paix éclatera partout. Puis il y a ceux qui sont absolument convaincus que l'Iran est exactement comme il y a 40 ans, que rien n'a changé, et qui croient donc fermement que la population iranienne a retrouvé la raison et cherche désormais à détruire son propre gouvernement. Et enfin, il y a ceux qui sont des partisans inconditionnels d'Israël, qui pensent qu'il suffit de donner le feu vert à Israël pour qu'il détruise l'Iran. Et par conséquent, une fois de plus, toute la région en bénéficiera. Le monde sera un endroit meilleur. À travers quelles lentilles veux-tu regarder? Les 3 lentilles sont les principales ici aux États-Unis. Quiconque suggère, comme moi et d'autres l'ont fait, que l'Iran n'est pas sur le point de s'effondrer, que l'Iran est probablement plus cohésif, socialement, aujourd'hui qu'à n'importe quel moment dont je me souvienne, est écarté. Les personnes qui sont descendues dans la rue représentaient une petite minorité. Au départ, beaucoup d'entre elles étaient très sincères, mais elles n'étaient pas aussi en colère contre le gouvernement qu'elles ne cherchaient à obtenir davantage de réformes, ou, dans certains cas, des conservateurs s'opposant aux réformes. Mais cela a fini par céder la place à ce que tu as vu à la télévision, les troubles plus violents provoqués par la CIA, le Mossad et le MI6. Je pense donc que beaucoup de gens attendent avec impatience la destruction imminente de l'Iran. Et je pense qu'ils croient que si nous donnons aux Israéliens suffisamment de ce dont ils ont besoin, ils pourront s'en sortir sans notre aide. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne suis pas sûr que le président Trump ait été très enthousiaste à l'idée de retourner en guerre contre l'Iran, mais il n'a évidemment aucun moyen de l'empêcher, et il est obligé, pour toute une série de raisons stratégiques, de les soutenir. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas vu le déploiement d'un ou 2 groupes aéronavals revenir dans la région. Normalement, on s'y attendrait. Ce sont des chasseurs à courte portée, mais malgré tout, ils contribuent énormément à la puissance de frappe de la force dans la région. Donc, pour l'instant, c'est presque entièrement l'armée de l'air, avec une présence navale modeste. Je ne sais pas. Je pense que cela arrive. Soyons honnêtes, M. Netanyahou ne peut pas se détourner de l'Iran dans sa position actuelle. Rien de ce qu'il veut accomplir ne se réalise. L'élimination massive de la population à Gaza, la conquête totale du sud et du centre du Liban, ce qui signifie l'élimination du Hezbollah, l'avancée en Syrie. Rien de tout cela ne fonctionnera à moins qu'ils n'en finissent avec l'Iran. Il y a en ce moment beaucoup d'activités autour des Kurdes. Et comme vous le savez, nous et les Israéliens, avec certains Britanniques, avons travaillé très dur avec les Kurdes pour en faire une force dangereuse. Il y a quelques jours, quelqu'un de bien informé m'a dit qu'il y avait eu une incursion d'environ 400 Kurdes se dirigeant vers le nord de l'Iran. Grâce aux Turcs, qui travaillaient en étroite collaboration avec le corps des gardiens de la révolution islamique iranien, ils ont identifié cela, et les Iraniens ont pu anéantir pratiquement tout le contingent sans grande difficulté. Je pense donc que ce que nous voyons, c'est qu'à l'échelle mondiale, les BRICS se militarisent. Et c'est en grande partie de notre faute, à cause de notre comportement au Venezuela, de notre attitude envers la Russie et l'Ukraine, et évidemment de ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous avons un intérêt dans la destruction de l'Ukraine, dans la mesure où nous pensons que cela nuira à la Chine, et cela pourrait être le cas si l'on parvient à retarder le transport du pétrole en provenance du Golfe Persique. Cela représente probablement 25 ou 30% de tout le pétrole utilisé par la Chine. Donc si l'on cherche à nuire à la Chine en tant que telle, c'est une façon de le faire. Cela crée également l'occasion de collaborer avec, vous savez, l'Azerbaïdjan et les Turcs contre l'Iran, dans la mesure où cela perturbe le projet « Une ceinture, une route ». Et il y a beaucoup de choses selon à qui vous parlez au sein de l'administration à Washington, vous obtenez une version différente. C'est pourquoi je dis qu'il est difficile de savoir avec le président Trump. Parce que le président Trump, quels que soient ses défauts, n'est pas, en privé, quelqu'un qui veut bombarder le monde. Malheureusement, c'est exactement ce qu'il finit par faire à cause des personnes qui l'entourent. Mais vous savez, c'est une toute autre affaire. Donc je pense que nous devons conclure que la guerre approche,
Nous ne savons pas exactement quand, mais nous voyons toutes les conditions se mettre en place dans l'espoir de condamner le régime iranien à la défaite. Je ne pense pas que les Russes ou les Chinois accepteront cela. Quand vous dites que les Russes et les Chinois ne suivront pas, jusqu'à quel point soutiendraient-ils l'Iran? Je veux dire, ils ne veulent pas d'une guerre directe avec les États-Unis, car ils ne pourraient pas contrôler l'escalade si elle se produisait. Mais s'agit-il d'un soutien économique ou de la fourniture d'armes? Ou comment pourraient-ils empêcher les États-Unis de neutraliser l'Iran? Eh bien, je pense que les Chinois et les Russes ont fourni de la technologie militaire et une assistance technique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cette fois, je pense que les Iraniens ont accueilli davantage d'aide technologique, en particulier concernant les missiles et les radars venant des Russes, que ce qu'ils avaient reçu auparavant. Deuxièmement, je pense que les Chinois ont joué un rôle déterminant dans la neutralisation de l'utilisation de Starlink par l'opposition MI6, Mossad, CIA à l'intérieur du pays. Nous pensons désormais qu'environ 40 000 terminaux Starlink ont été introduits clandestinement en Iran. Rappelons que c'est un immense pays, il a la taille de l'Europe de l'Ouest, avec environ 90 millions d'habitants. Donc, personne ne devrait être surpris qu'il soit possible de franchir les frontières. Je veux dire, ils franchissent nos frontières, ils franchissent celles de l'Iran. Ils ont réussi à faire entrer ces terminaux Starlink, mais les Chinois seraient apparemment intervenus pour les désactiver. Ils ont imposé une coupure de courant dans la plupart des zones urbaines, et il se peut qu'elle soit désormais nationale afin de reprendre le contrôle. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que des millions d'Iraniens, des dizaines de millions, vivent dans un état de siège. Je veux dire, quelqu'un m'a critiqué plus tôt aujourd'hui parce que j'ai dit que, oui, je suis sûr que plusieurs centaines de personnes sont arrêtées et probablement exécutées sommairement pour trahison. Mais j'ai ajouté, vous parlez d'une nation en état de siège. Que pensez-vous qu'il va se passer? Staline, nous le savons, depuis l'invasion allemande jusqu'à la fin de la guerre, a exécuté 1 million de soldats soviétiques qui refusaient de se battre pour le communisme. C'est ce qu'il a dû faire. Il a utilisé les NKVD pour maintenir les autres dans leur rang. Les Allemands, en revanche, n'ont eu à exécuter que 23 000 soldats sur environ 6 ou 7 millions. C'est un chiffre très modeste, compte tenu de l'ampleur dont nous parlons et des pressions de ce champ de bataille. Mais je pense qu'il faut comprendre que si l'on n'impose pas ce type de mesures draconiennes, cela continuera, et je crois que les Iraniens en sont conscients. Je pense donc que le régime iranien se rétablit. Il remet les choses en ordre. Je ne crois pas qu'il ait été perturbé d'une quelconque manière en ce qui concerne sa défense aérienne et antimissiles. Je ne pense pas que cela ait eu le moindre impact sur ses stocks de missiles, ni sur sa capacité à attaquer Israël, ou d'ailleurs nos bases dans la région. Nous revenons donc à la question initiale. Tout le monde veut savoir quand cela va se produire. Personne ne le sait. Mais de nombreux indicateurs laissent penser que ce moment ne peut pas être très éloigné.